Et bienvenue à tous, chers téléspectateurs. Ici l'image de l'Afrique, qui est votre magazine bimensuel où on vous parle du développement du continent africain dans tous ces différents secteurs. Mon nom est Novelani Kwigizé et comme toujours à 21h, on vous parle de l'image de l'Afrique actuellement et les perspectives futures. Aujourd'hui, on va vous parler du commerce transfrontalier entre le Congo et le Rwanda et tout ça dans le cadre général de la zone de libre-échange continentale panafricaine que le continent appelle de ses voeux. Suivez-nous. Nous sommes ravis en tant que Congolaises, femmes congolaises entreprenantes. Nous sommes vraiment ravis parce que bon, cet échange entre le Congo et le Rwanda s'est super bien passé. Lors de l'allocution du ministre du Commerce, comme il a dit, nous devons nous voulons et devons en fait développer ce rapport en fait des échanges commerciaux, économiques et culturels entre les deux pays et nous sommes, je pense, en bonne voie. Surtout dans le domaine agroalimentaire, nous avons eu pas mal d'échanges puisque dernièrement il y a la délégation rwandaise qui était venue à Pointe-Noire. Donc nous avons échangé avec eux, ils nous ont apporté les techniques parce qu'on sait que eux, les Rwandais sont vraiment avancés dans le domaine agroalimentaire. Donc nous avons, je peux donner un exemple, nous avons une dame qui est venue dernièrement et nous a montré comment cultiver les prunes du Japon. Donc nous n'avons pas ça, nous ne connaissons pas les prunes du Japon au Congo. Donc la dame est venue nous montrer les techniques et là maintenant on va repartir avec elle. Et on va repartir, elle va maintenant nous montrer comment cultiver les champignons au lieu de manger des produits en boîte de conserve. Donc nous allons manger des produits bio. Ce que je partirai du Rwanda avec, c'est les contacts que j'ai eus. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à mes produits et à tout ce que j'ai apporté comme innovation. Parce que pour eux, déjà, les chapelures, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je leur ai fait comprendre qu'à base de ces chapelures qui ont été produites à base de leurs matières premières telles que l'igname, les patates, le manioc, nous pouvons aussi faire des chapelures, des gâteaux, des croquettes, paner le poulet également. Donc j'ai eu beaucoup de contacts, les gens se sont intéressés et vraiment pour moi ça m'a fait beaucoup du bien. Aujourd'hui avec ambassadeur Guinestor Itwa, ambassadeur du Congo au Rwanda. Nous sommes aussi avec Michel Minega Sewera, qui est secrétaire permanent au ministère du Commerce ici au Rwanda, et avec monsieur Joël Kikadidi, qui est secrétaire général de l'association Business Intra-Africain. Donc nous allons parler justement de ce business intra-africain, du commerce intra-africain, comment peut-on le développer, notamment en transformant nos ressources naturelles sur place et la part des petites et moyennes entreprises dans ce commerce intra-africain. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous. Merci. Nous voulons parler justement de cette question des échanges transfrontaliers et nous avons vous avez organisé il y a très peu un de ces cadres d'échange où les représentants du secteur privé, les acteurs économiques congolais ont eu l'occasion d'échanger avec les acteurs et les représentants du secteur privé au Rwanda. Quelles sont les opportunités que vous voyez dans ce commerce entre des pays africains? Merci beaucoup. Comme vous le savez, le continent et particulièrement les pays de l'Afrique subsaharienne connaissent des moments très très difficiles en termes d'économie, mais parfois on peut aussi rebondir des creux de la vague. Et aujourd'hui, nous avons des prédispositions à partir de la coopération Sud-Sud. La coopération Sud-Sud peut permettre, principalement en ce qui concerne nos deux pays, nous avons beaucoup d'instruments de coopération ensemble entre le Rwanda et le Congo. Nous pouvons profiter pour, évidemment, développer
cette coopération dans le domaine commercial. Et comme vous l'avez bien indiqué, nous avons abrité ici au Rwanda les journées commerciales, économiques et culturelles du Congo-Rwanda du 23 au 25 novembre. Et ça a été l'occasion de présenter les produits du Congo au Rwanda. Et le marché a très bien réagi. Et quand le marché de Kigali réagit, c'est aussi le marché de la sous-région au niveau de la East African Community. Donc ce qui est ma juridiction, sauf le Kenya, je couvre l'Ouganda, je couvre la Tanzanie, je couvre le Burundi et évidemment le Rwanda où je suis basé. Donc je crois que c'est une bonne chose. Cette initiative. On parle bien sûr des échanges entre les différents pays et c'est bien sûr au niveau, disons, si on voit ça d'un œil plus continental. On ne faut pas rappeler que le président, bien sûr, est à la tête des réformes de l'Union africaine et a mis l'accent sur les solutions locales. On a un problème pour écouler les marchandises, on a un problème avec un taux d'importation qui est encore très important. Comment ou quels sont les axes stratégiques sur lesquels le ministère du Commerce, ici au Rwanda, voudra ou est en train de travailler, surtout au niveau du commerce intra-africain? Ouais, merci. Comme son Excellence l'ambassadeur l'a dit, le ministère du Commerce et de l'Industrie qui est en charge de promouvoir l'importation et la promotion de nos produits ici au Rwanda, nous avons commencé récemment. Je suis sûr que vous l'avez entendu, nous avons amené une nouvelle notion qu'on appelle Made in Rwanda. C'est une notion qui est là pour valoriser mais aussi promouvoir nos produits locaux. Et nous le faisons avec l'assistance de secteur privé, la Fédération du secteur privé, qui, eux, ont cette facilité d'être regroupés en coopératives et en associations afin qu'on puisse les aider au niveau politique pour qu'ils puissent aussi écouler leurs marchandises, non seulement au niveau local, mais aussi avec les pays membres de la communauté dans la région, mais aussi avec le Congo-Brazzaville, car on a eu cette chance comme l'ambassadeur vient de le dire, d'avoir les Congolais qui sont venus ici montrer leurs marchandises et faire promouvoir leurs produits ici au Rwanda, qui a fait que les Rwandais ont vu ce qu'eux, ils ont amené ici. Et notamment, nous aussi, on devra faire la même chose en leur visitant et aussi essayer de montrer nos produits dans leur pays. Et lorsque il y a ces journées d'échange justement au niveau, bien sûr on met en avant les produits qui sont fabriqués sur place. Oui. Est-ce que ce sont des produits qui sont toujours ou qui sont nécessairement intéressants pour les marchés ailleurs, ou est-ce qu'il y a besoin d'y avoir une réadaptation peut-être au marché, une étude de marché pour les marchés congolais par exemple et africains ailleurs? Vous savez, le plus important est de commencer. Il faut d'abord commencer et c'est ça qu'on est en train de faire. Les produits, bien sûr, il devrait y avoir une étude préalable de savoir ce que nos concurrents ou même nos voisins veulent du Rwanda. Mais le plus important de commencer, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il y a aussi cette idée de voir que les produits ici rwandais sont des produits de première nécessité, des produits bien faits, et que les gens peuvent utiliser dans leur vie quotidienne. Du coup, commencer, c'est déjà un bon départ. Et le reste, on verra avec l'assistance de nos camarades, nos collègues, même nos voisins. C'est à eux de nous dire ce qu'ils veulent du Rwanda. Et c'est à nous maintenant de bien faire ces produits et de leur vendre nos produits. On reviendra sur le cadre éventuellement normatif de ces échanges, mais comme vous le disiez, bien sûr, comme vous l'avez bien dit, c'est important d'y avoir déjà un premier contact. Et au niveau des produits, bien sûr, quand on parle du commerce, il faut avoir des produits qui sont
commercialisable, entre guillemets. Et c'est bien ça le problème des pays africains, c'est le problème de la qualité des produits qui sont commercialisés. Vous êtes dans l'industrie du bois et bien sûr c'est un domaine dans lequel les importations sont encore assez importantes et pourtant les matières premières viennent du continent. Et quelle est votre vision disons, si on doit avoir plus d'échanges au niveau du continent, quelle est votre vision, et notamment dans votre secteur? Oui, merci d'abord de nous avoir invités au nom de la délégation congolaise qui est venue à l'occasion des journées commerciales, économiques et culturelles du Congo au Rwanda. Merci Nola. Je voulais dire, je vais aborder le sujet en parlant du secteur déjà qui est le mien. Moi, je fais de l'ingénierie dans la transformation du bois et précisément dans la 3e transformation du bois. Je dirais que on doit agir. On doit agir, c'est vrai, sur l'outil de production, sur des questions de process industriel. D'abord sur la conception des produits, sur le process lui-même et sur la façon de les commercialiser, que ce soit dans le marché, sur le marché local ou sur le marché intra-africain. Sur le point de vue du marché local, j'insisterai beaucoup sur les questions de structure de coûts dans les unités de fabrication. Sur les questions de, je vais dire, de commerce intra-africain, je dirais qu'il faut que je ferai un mapping des chaînes de valeur, des produits, enfin des produits de menuiserie, disons, et je serais tenté de faire comme une intégration des filières bois d'un pays à un autre. Parce que lorsqu'on examine les chaînes de valeur, on se rend compte des points où on peut agir pour faire en sorte qu'un produit devienne compétitif pour un marché. Étant venu déjà ici, par exemple, au Rwanda, pour la première fois, je suis déjà en train de réfléchir sur les questions de transport. Précisément sur les questions de transport. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Ce n'est pas parce que le produit va partir, parce qu'un produit va partir du Congo qui est assez loin du Rwanda, qu'il devrait coûter cher, beaucoup plus cher. Il y a juste des facteurs sur lesquels il faut intervenir dans la chaîne de valeur pour les rendre compétitifs. Revenons particulièrement sur ces facteurs et on a bien sûr le régulateur qui est ici. On a, bien sûr, le Rwanda a un score assez satisfaisant dans la facilité du commerce et notamment dans le commerce transfrontalier. Et bien sûr, on a encore beaucoup à faire. Est-ce que vous pourriez peut-être mettre en avant certains de ces éléments qui sont assez importants pour faciliter justement ces échanges? Parce qu'échanger, c'est facile, mais au niveau du continent africain, le coût du transport est l'un des premiers facteurs qui, disons, inhibe les échanges transfrontaliers. Donc, que faudrait-il faire? Oui, comme notre ami vient de le dire, il est vrai que le coût du transport, pour nous les Africains, il est un peu élevé. Et c'est pour cela que nous avons comment je peux dire, le Rwanda est membre des différentes régions ou communautés régionales. Communauté économique régionale. Communauté économique régionale qui facilite le processus. Il y a la réduction dans les tarifs, il y a la réduction dans le transport, comme on vient de le dire. Et nous sommes les pionniers dans ces communautés, si on peut le dire. Du coup, le Rwanda a ratifié, si on peut dire, tous ces agréments, ces accords. Et comme vous le savez, nous avons la seconde place dans le Doing Business, qui a été publié par la Banque mondiale. Donc, au niveau local, nous avons tout fait pour favoriser ces échanges et faciliter les gens à circuler, la circulation des biens et des services. J'aimerais permettre à Monsieur l'ambassadeur de venir là-dessus. L'objectif de ces échanges, c'est aussi de voir comment échanger peut-être ou harmoniser et échanger les bonnes pratiques. Et on sait que, voilà, au niveau du continent, on a encore des pays qui ont un coût élevé du commerce. Qu'est-ce qui est fait au niveau du Congo-Brazza pour s'assurer à ce qu'on ne décourage pas, disons, surtout les principaux acteurs qui sont les petites et moyennes entreprises et qui ont un capital qui est
qui est assez bas. Qu'est-ce que vous faites pour les encourager et pour ne pas les décourager surtout? Merci beaucoup. Je vais peut-être revenir d'abord sur le cadre ou les cadres juridiques. Évidemment, le Congo et le Rwanda sont membres de la CEAC et aussi de la CIRGL. Donc, ce sont des cadres de coopération et qui nous permettent d'agir, que ce soit sur les questions politiques ou les questions proprement économiques, sinon commerciales. Et nous avons aussi nos instruments propres de coopération entre le Congo et le Rwanda. Nous avons une grande commission mixte dans la dernière édition, la dernière session, date de juillet 2016, ici au Rwanda, à Rubavu. Et cette année-ci, nous avons abrité à Kigali une réunion technique de la commission commerciale mixte. Et ce sont des cadres qui sont bien prédisposés à faciliter, à favoriser les échanges entre nos deux pays. Évoquant les questions de mobilité, les questions de transport, surtout en ce qui concerne les produits relevant des paiements, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries ou de l'artisanat, le Congo et le Rwanda, sinon Brazzaville et Kigali, sont reliés maintenant en permanence avec Rwandais qui a des rotations plusieurs fois dans la semaine. Donc, des produits qui relèvent de ce secteur sont facilement transportables. Donc, en principe, le problème ne devrait pas se poser s'il ne s'agit que de la mobilité, du transport. Est-ce que ces modes de transport sont accessibles à la petite et moyenne, la petite ou la très petite entreprise lambda? Évidemment, parce que ce n'est pas des franchises importantes pour la petite et moyenne entreprise. C'est des franchises maîtrisables par les compagnies. Ouais. Même s'il n'y a pas encore de grands vols cargo de Rwanda reliant les deux capitales ou les deux pays, mais il y a déjà dans les vols commerciaux, il y a la possibilité de transporter ce type de franchise. Ça, c'est déjà possible. La preuve, il y a déjà eu une exposition du Rwanda organisée par la Fédération rwandaise du secteur privé au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. Et j'ai été moi-même témoin de cette exposition. Mais le marché congolais avait très très bien réagi à ces produits. Et là, dans l'autre sens, on vient d'abriter une exposition, une foire du Congo au Rwanda. Et c'était des produits aussi facilement transportables. Le marché aussi a très très bien réagi. N'oublions pas que nous avons beaucoup de choses aussi en partage entre le Congo et le Rwanda. Ici, au Rwanda, il y a une communauté importante qu'on va qualifier, passez-moi l'expression, de bicongolophones. Des gens qui ont connu la RDC ou qui ont connu le Congo-Brazzaville. Et nous partageons énormément des choses, surtout nos habitudes alimentaires. On a testé quelques produits sur le marché. Enfin, pendant cette exposition, le marché a très très bien réagi. Oui. Oui, et surtout au niveau des produits alimentaires, je pense qu'il y a bien sûr des opportunités. Maintenant, la question, je sais qu'on a rencontré certaines de celles qui ont exposé, et il y avait une question de l'emballage. D'accord. Ici, on n'accepte plus les sachets et bien sûr, la majorité des produits sont encore emballés au niveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la réglementation pour d'abord permettre d'avoir accès à cette information commerciale et aussi comment est-ce qu'on facilite ces petites, les acteurs à micro-entreprises pour avoir accès à cette information, mais aussi avoir toujours accès au marché par des manières alternatives, par exemple? Oui. Ce que le Minicom fait
avec les petites et moyennes entreprises, nous les encourageons à se former en coopérative. Ça les aide énormément et nous les appuyons dans la formation de ces coopératives. On leur donne des formations, nous avons des réunions régulières avec eux afin de les sensibiliser parce que tout n'est pas si facile à faire quand on est seul. Alors plus on est nombreux, mieux ça vaut, mais il faut être organisé. Concernant les emballages, il est vrai que c'est un grand problème parce que nous, on a pris cette décision de ne plus utiliser les plastic bags, les sachets, comme vous les appelez. Et c'est un grand pas parce que ça dégradait notre environnement. Du coup, on a eu le temps de sensibiliser toute la population dans ce sens. Et il y a des alternatives, il y a des emballages en papier et carton. Ces entreprises sont la bienvenue au Rwanda. Ils travaillent avec nous, ils sont exemptés de certaines taxes pendant une certaine période afin qu'ils puissent aussi tirer profit de cette marchandise. Alors, la question de savoir si les pays limitrophes ou avec lesquels nous avons la coopération vont vouloir aussi faire la même chose, tout dépend de comment nous, comme monsieur l'ambassadeur l'a dit, tout dépend de comment nous négocions avec eux dans les commissions mixtes. Et toutes les institutions sont représentées. Je pense que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est bien sûr cette question, surtout de l'information commerciale. Vous venez pour la première fois au Rwanda. De un, quelle est la quantité d'informations que vous avez du marché avant de venir et qu'est-ce qui vous motiverait à venir davantage peut-être écouler certains de vos produits en tant qu'un représentant du secteur privé congolais? Bien, il faut dire que les connaissances que j'avais du marché rwandais étaient lapidaires, mais je savais depuis Brazzaville qu'au Rwanda, il y avait la Rwanda Development Board, auprès de laquelle je pouvais avoir toute l'information en vue de me permettre de faire toutes les études qu'il faut pour aborder la question de s'exporter vers le Rwanda. Ça me pousse à revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Quand je parlais de la question de transport, je n'en parlais pas encore comme d'un problème, puisque je ne connais pas encore le coût ni les réalités du transport entre Brazzaville ou Pointe-Noire et Kigali. J'étais simplement en train de dire qu'on a tort de penser que ce sont seulement des questions de transport, mais il faut aller au-delà. Il faut aller vers les structures de coûts et l'examen des chaînes de valeur. Je vais imager. Dans notre pays, au Congo, il m'a été donné de voir des sillages avivés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les planches, les chevrons et tout ça, qui partaient d'un pays voisin, d'un pays frère, qui venait de très loin et qui traversaient tout le pays pour arriver à Brazzaville et qui coûtaient moins cher que du bois qui sortait des scieries qui venaient de plus près. Ce bois étranger traversait la frontière, venait de loin, traversait la frontière, payait de la douane et coûtait moins cher que du bois produit localement. Donc, ce cas me permet de dire que le coût du transport ne suffit pas à lui tout seul pour justifier que des prix soient onéreux ou exorbitants. Il m'a été donné de voir, toujours dans notre marché, du bois séché à un prix exorbitant. Je dis 500 000 francs le mètre cube de bois séché, c'est-à-dire là où ils vendent des sillages avivés à 274 000 francs, c'est-à-dire au moins 40%, sinon 40% du coût du produit vient du séchage. C'est anormal. Parce que moi, j'ai déjà vu du bois séché à 49 000 francs. Donc, si on fait l'étude des structures de coûts, on se rend compte que ce n'est pas toujours là où on croit que se trouvent les problèmes. Alors, à votre avis, justement, quels sont ces éléments sur lesquels on n'agit pas suffisamment et qui pourraient avoir cet impact positif? C'est essentiellement sur
la forme de l'industrialisation. Et là, je parle déjà du bois parce que je le connais. Sur la façon d'industrialiser le bois. Bon, moi, depuis quelques années, j'ai passé mon temps à réfléchir pour voir, mais comment est-ce que là, sur notre marché domestique, on peut avoir des produits de qualité équivalente à ce qui nous vient d'Occident. Et partant de là, je me suis rendu compte qu'il y avait la question de la machinerie. Mais il n'y a pas que la question de la machinerie. C'est vrai que c'est la question la plus importante. Pourquoi? Parce que les produits que nous recevons sortent de chaînes d'usinage numériques, sortent de chaînes de fabrication, et ce matériel est onéreux, très onéreux. Une seule machine peut vous coûter 150 millions. Tandis que dans nos filières, et je l'ai vu pas seulement au Congo, je l'ai vu en RDC, je l'ai vu en Côte d'Ivoire, les ateliers d'usinage ont quasiment presque tous la même forme. Vous avez une machine, un combiné de 6 ou 7 opérations, vous avez, je ne sais pas, une dégauchisseuse, vous avez une scie à ruban, mais je veux dire que les ouvrages que vous sortez de là sont semi-industrialisés, ils sont quasiment manuels. Est-ce que c'est exportable? Est-ce qu'il y a moyen quand même, soit de les exporter tels quels, et puis parce que le problème c'est le capital. C'est un peu le problème de la poule et l'œuf. Par quoi est-ce qu'on commence? On commence par essayer de chercher un marché plus grand pour augmenter éventuellement son capital et puis réinvestir, ou est-ce qu'on commence par avoir ces machines Non. Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. Ces machines ne sont pas à la portée des petits opérateurs qui font leurs petits ateliers d'usinage. Mais c'est l'occasion justement de repenser nos filières industrielles, de repenser l'industrialisation du bois par exemple, parce que nous parlons du bois, mais ça pourrait être étendu à plusieurs autres filières, de les repenser avec des acteurs nouveaux. C'est-à-dire, il faut déjà penser toute la filière et puis définir les profils de ces nouveaux arrivants sur la filière, tant au niveau des scieries et du séchage que des structures d'usinage, sans compter des nouveaux types de négociants, fabricants qui feraient l'ingénierie, qui seraient là pour penser la conception de ces types de produits et puis ensuite l'organisation de la commercialisation par des artisans formés pour commercialiser ces nouveaux types de produits. Et c'est bien ça le problème, je pense, c'est aussi cette question, est-ce qu'on a des acteurs qui finalement, on a au niveau, peut-être au niveau légal ou au niveau étatique, des ententes entre les différents États, on a des stratégies, etc. Est-ce qu'on a des acteurs qui sauront, disons, saisir les opportunités qui sont mises en place par notamment les communautés économiques régionales? Est-ce qu'on a, et comment est-ce qu'on peut identifier? Et je reviens sur cette question du secteur privé qui s'est regroupé. Est-ce que ça permet éventuellement d'avoir un acteur à qui parler et lui permettre de mettre en place un peu ces stratégies qui sont identifiées? Oui, vous savez, du côté du gouvernement, donc je parle du Minicom, nous sommes là pour mettre les stratégies et les politiques en place. Et le private sector qui se réunit, le secteur privé qui a des différentes chambres, ils se réunissent, ils se consultent, et nous on est là pour les aider à implémenter ce qu'ils doivent faire. Donc, les acteurs, là n'est pas la question, il y a toujours ces opportunités. Plutôt, je pense, comme vous l'aviez dit bien avant, c'est plutôt le capital à investir et avoir ces machineries, comme il le dit. Alors, avoir ce capital, quand on est un petit commerçant, c'est pas toujours facile. Donc, du coup, je reviens encore à ce que je disais, il faut se réunir en association, en coopérative. Et de là, vous avez plus ou moins un capital assez qui peut vous aider à commencer un business et quitte au gouvernement de vous aider dans un autre sens aussi. C'est pour ça qu'on organise des expos. Comme pour la semaine prochaine, du mois du 29 au 5, nous aurons un Made in Rwanda Expo. On va sensibiliser les gens,
On va leur éduquer aussi comment faire un bon business, pourquoi être en coopérative et ainsi les accompagner dans leur business. Merci beaucoup. On va revenir sur ces questions, mais juste avant de revenir dessus, on va avoir une très courte page de publicité. À tout de suite. Donc voilà, bienvenue et nous revenons sur cette discussion et nous étions en train de parler du problème du capital et aussi de l'information commerciale. Et j'aimerais revenir à vous, monsieur l'ambassadeur. Je pense que les ambassades ont ce rôle, disons, de mettre en lien deux pays, c'est-à-dire leur pays d'origine et le pays dans lequel ils sont installés. Comment est-ce qu'on permet à ces acteurs économiques qui sont dans nos pays d'origine d'avoir accès à certaines de ces informations et quelles sont les infrastructures qui sont nécessaires? Vous avez travaillé dans différents pays. Quelles sont les infrastructures ou les institutions qui sont nécessaires pour que les acteurs économiques puissent avoir accès à ces informations-là? Évidemment, nous avons des cadres. Nous avons des cadres, que ce soit chez nous au Congo et ici au Rwanda, des cadres de travail, spécialement sur ces questions précises de commerce, en dehors de l'accord général de coopération qui existe si heureusement entre nos deux pays. Nous avons un accord sectoriel et nous avons les chambres de commerce. Nous avons ici donc la fédération du secteur privé, nous avons à Brazzaville la chambre de commerce et évidemment on a aussi les ministères de commerce des deux pays. Nous échangeons. Je crois que la dernière réunion que nous avons eue a eu lieu ici au Rwanda, à Kigali, en avril, entre le ministère du Commerce du Rwanda et le ministère du Commerce du Congo-Brazzaville. Donc, au niveau de ces cadres-là déjà, nous travaillons sur ces questions. Évidemment, comme vous venez de le dire, au niveau des ambassades aussi, c'est notre rôle de faciliter, les échanges. Du côté de la partie rwandaise, par exemple, il y a même déjà un bureau de représentation de la Fédération rwandaise du secteur privé à Brazzaville. Ouais. Donc, pour mieux informer les opérateurs rwandais relevant du secteur privé, en prenant l'information à la source. Et à notre niveau aussi, nous faisons la même chose. Nous travaillons la main dans la main avec le ministère des Affaires étrangères. Nous travaillons avec les ministères techniques pour avoir l'information nécessaire à donner aux requérants au niveau de notre pays. Je pense que c'est important de parler de ces organisations hybrides qui ont l'information à la source de leur pays d'origine et qui sont capables de recueillir, disons, les informations dans le pays dans lequel il faut faire des entreprises. Est-ce que ces organisations hybrides sont seulement au niveau du secteur privé? Pas forcément au niveau du secteur privé. Quand je vous parle, par exemple, de nos deux ministères du commerce, mais ce n'était pas une réunion à l'échelon ministériel, c'était une réunion des experts. Et nous avons reçu une délégation dans laquelle il y avait, par exemple, le directeur général du commerce extérieur du Congo-Brazzaville. Et il y avait aussi le responsable du Centre congolais du commerce extérieur et qui ont rencontré leurs homologues rwandais. Donc, c'était des réunions au niveau des experts. Ils ont travaillé techniquement, ils ont parlé leur langage
qui est le même. Donc, ils se sont très bien compris. Et évidemment, parmi les résultats, il y a ces échanges de terrain. Par exemple, je vous ai évoqué la foire du Rwanda au Congo, Brazzaville, à Pointe-Noire. Et là, on vient d'abriter une foire du Congo, ici. Mais toutes ces opérations, tous ces outils qui sont créés sont régis par le cadre de coopération qui existe déjà entre nos deux pays. Entre les deux pays, voilà. Exactement. J'aimerais vous demander aussi, au niveau des institutions, et on a parlé de l'Agence rwandaise de développement, et de ces institutions qui ont finalement, qui portent un agenda particulier et bien identifiable à l'extérieur du pays. Quel va être le rôle de ces institutions qui sont peut-être semi-gouvernementales dans justement la motivation et l'accès aux informations et peut-être encourager certains des investisseurs ou certains des membres du secteur privé à venir travailler ou à venir écouler leurs marchandises, etc. Oui. En fait, il est vrai que pour beaucoup de gens, il y a toujours une confusion entre le Minicom et le RDB. Mais normalement, il ne devrait pas avoir cette confusion. Dans ce sens que nous, au Minicom, on est en charge des politiques. C'est très clair. On met le framework en place et c'est à RDB d'aller vers l'investisseur potentiel et négocier avec lui. Donc, eux, ils sont plus dans l'implémentation. Donc, cette confusion, elle est déjà levée. Alors, comment RDB travaille avec nos investisseurs? Ils doivent être agressifs. C'est la seule et unique solution. C'est aller vers eux et leur vendre nos produits. C'est en fait vendre ce que nous avons de bien afin de les amener et aussi investir dans notre pays. Et c'est ce que nous faisons. Donc, nous travaillons ensemble et eux, ils ont cette prérogative d'aller vers les investisseurs parce que, comme vous l'avez dit, c'est une institution semi-étatique. C'est plus facile de négocier avec RDB. Mais ils nous gardent toujours en loupe, comme on le dit, parce que nous faisons les politiques et les stratégies. Donc RDB a un grand rôle dans ce pays. Et c'est pour cela que vous allez toujours voir les investisseurs aller plus vers RDB plutôt que Minicom. Oui, vous êtes les travailleurs de l'ombre. Voilà. Alors, à votre visite à la RDB, quelles sont les informations auxquelles vous avez eu accès et qui peut-être vous ont permis... parce que c'est surtout ça, c'est comment est-ce qu'on est capable de donner la bonne information et l'information qui va prévaloir dans une décision d'aller vers un marché. Quelles sont les informations dont vous avez besoin et que vous avez pu avoir ou que vous n'avez pas pu avoir, pourquoi pas, à l'agence? Alors, à la RDB, nous avons déjà eu la première information, c'est celle de la vision du pays. Quels sont les secteurs prioritaires et quelles sont les réformes qui ont été faites en vue de faciliter soit l'installation, soit le commerce, soit les échanges. Nous avons eu toute cette information, mais vraiment la plus complète possible. Notre relation avec la RDB, elle n'est pas ponctuelle en fait. Ça a été notre premier contact et il va se poursuivre jusqu'au Congo. Il se poursuit avec nous qui sommes venus et qui avons besoin de continuer de travailler avec eux en vue de faire les études qu'il faut pour aborder ce commerce entre le Rwanda et le Congo, mais aussi avec les opérateurs économiques que nous n'avons pas pu emmener parce qu'ils ne sont pas tous venus. Non. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais certains ont eu des contraintes. Et nous devons repartir vers eux et établir le contact entre eux et le RDB afin de faire avancer les choses, de sorte que à la prochaine édition, s'il plaît à Dieu l'année prochaine, nous marquions encore plus notre présence mieux que cette fois-ci. Et surtout, revenons sur cette question des chaînes de valeur. Oui. Quand on essaye d'aller vers un marché, etc., vous l'avez très bien dit, il faut savoir quelle est la vision du pays et quels sont les secteurs stratégiques qui ont été identifiés par le pays. Et on revient sur la question des chaînes de valeur. Souvent, on a, au niveau des différents pays, on va travailler sur les mêmes chaînons, disons, des chaînes de valeur, et il y a certains éléments sur lesquels on ne travaille pas, sur lesquels on va avoir les acteurs
étrangers qui vont se spécialiser dans ces éléments-là. Alors, comment est-ce qu'on peut, à travers justement l'ouverture vers d'autres marchés, aussi peut-être étendre son influence au-delà d'un certain chaînon de cette chaîne de valeur? Oui, bien sûr. L'examen ou le mapping de la chaîne de valeur, puisqu'elle va depuis le cru, donc depuis son origine, jusqu'à la mise sur le marché. Donc le mapping de cette chaîne de valeur nous permet de savoir, prenons l'exemple du bois. Je veux fabriquer des ouvrages en bois, soit pour la construction, soit pour le mobilier. Je peux le commencer au Congo et venir le terminer ici, pour faire simple. C'est-à-dire, en étudiant la chaîne de valeur, on étudie quels sont les atouts qu'il y a au Congo et les contraintes, quels sont les atouts qu'il y a au Rwanda et les contraintes, pour faire en sorte que le produit, au final, arrive à un bon coût, en créant de la valeur ajoutée au Congo et au Rwanda. Et c'est dans cette démarche que nous nous inscrivons. Un exemple, par exemple, si on prend encore une fois le bois ou quelconque autre chaîne de valeur, on a bien sûr parlé de la question des capacités, une main-d'œuvre qualifiée. Est-ce que, par exemple, il vous viendrait à l'idée, dans l'état actuel des choses, de prendre une partie de votre production et de venir, par exemple, la produire au Rwanda parce qu'il y a justement les capacités ou parce qu'il y a des matières premières X, Y, Z. Est-ce qu'on en est là, disons, dans la pensée continentale du commerce, ou est-ce que c'est toujours, voilà, je produis et puis je vais importer dans d'autres pays? Vous faites bien de poser cette question. Moi, pour le peu de temps déjà que j'ai mis ici à Kigali, je vois deux atouts qui me permettent de penser et d'envisager de commencer une partie de la production, une partie du process de production au Congo. Je parle déjà de la deuxième transformation naturellement, puisque les lois dans notre pays aujourd'hui ont interdit l'exportation des grumes. Ce qui est normal. Il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée dans notre pays. Au pays, oui. Donc déjà, toute cette partie du process de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la scierie, le séchage, et pas seulement ça, jusqu'à un premier usinage. Voilà, un premier usinage du bois, c'est-à-dire les fonctions de débitage et de façonnage, pour ramener au Rwanda des kits qui viendraient être finis sur place. Premier atout, le marché rwandais. Deuxième atout, l'environnement. L'environnement que je crois favorable pour former. Non pas que ici j'ai des meilleurs formateurs, mais pour former, si on en venait à créer une unité ici, pour former ici des Rwandais et des Congolais pour finir ces ouvrages. Je crois que c'est faisable. Allons peut-être au niveau de l'ambassade. Vous êtes en charge bien sûr des Congolais qui sont ici. Monsieur Joël nous dit que oui, c'est pourquoi pas. Il y voit des opportunités. Est-ce qu'on a des Congolais qui ont déjà fait le pas, qui ont passé cette étape, et peut-être des acteurs économiques qui ont ce genre peut-être d'industrie peut-être qui va en dehors du Congo, en dehors du Rwanda, mais qui est plus régional, qui sont installés ici pour des raisons peut-être similaires que Joël, dont Joël parle. Bon, je ne vais pas avancer peut-être des chiffres. Non, des exemples peut-être. Mais sinon, il y a des joint ventures entre des Rwandais et des Congolais qui travaillent soit ici au Rwanda, mais surtout au Congo. Il y a des opérateurs du secteur privé qui se sont mis ensemble et qui travaillent sur des domaines bien précis. Et selon que ce soit des domaines où le Rwanda a plus d'expertise ou le contraire, ou des domaines où le Congo a plus d'expertise. Voilà. Donc, pour parler par exemple, revenir sur les agences techniques ayant en charge la mission de
faciliter la création des entreprises ou la mobilité des investissements, en plus du niveau ministériel ou gouvernemental où on définit les politiques, donc pareil comme ici. Il y a aussi des agences techniques comme l'API, qui est l'agence de promotion des investissements au niveau de Brazzaville. Il y a aussi un centre de formalité des entreprises. Donc ce qui est ici mis ensemble au niveau de RDB. Donc nous, on a deux structures qui existent. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers où vous avez vu ces joint ventures qui travaillent ensemble? Vous avez parlé de l'agroalimentaire déjà? L'agroalimentaire et l'agriculture même. L'agriculture même, on a des expériences où il y a des jeunes du Rwanda qui sont allés au Congo, qui ont eu de l'espace pour travailler dans le domaine de l'agriculture. Et c'est une expérience qui donne. Ça, il y a des cas. On a des cas. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'accès à l'information, on a parlé des infrastructures, on a parlé des institutions qui facilitent les échanges. Et on a parlé aussi de la question du transport, bien sûr. On a parlé aussi du score très intéressant du Rwanda dans la facilitation, disons, du commerce. En allant de l'avant, disons 2018, on est à l'heure des bilans, quels seront ou quels doivent être les secteurs dans lesquels il faut avancer, surtout au niveau des politiques, à mettre en place ou qui devront être mis en avant pour pouvoir renforcer encore plus le commerce transfrontalier qui, malheureusement, reste encore assez... il est encore à l'état de naissance et encore assez nombreux défis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir l'accélérer? Oui, le Rwanda a déjà commencé à travailler dessus, dans ce sens que nous avons enlevé les visas à presque tous les Africains. Tout le monde peut venir, parce que dans le commerce, il faut privilégier la circulation des biens et des personnes. C'est déjà un grand pas. Alors, on va d'abord observer et voir comment ça marche, et après, on verra encore où aller et faciliter encore cet échange libre des personnes et des services. Bon, du coup, on a commencé déjà. C'est pour ça que vous voyez que les gens viennent. Ils peuvent venir au Rwanda comme ils veulent et ils repartent. Ils peuvent commencer un business dans un temps record. C'est déjà des pas énormes que nous sommes en train de faire. Et nous disons que d'ici l'année prochaine ou dans 2-3 ans, on va aussi essayer de faire encore mieux, comme vous le dites, et voir où il y a encore des problèmes pour essayer de les améliorer. J'aimerais qu'on parle et qu'on termine, qu'on en vienne à la conclusion sur cette question de zone de libre-échange continentale panafricaine, la CFTA. On en parle beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il faudrait, de votre point de vue, du point de vue finalement des acteurs économiques, parce que ce n'est pas au niveau nécessairement des politiques publiques que ça va se faire, c'est au niveau des acteurs économiques. Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour que vous puissiez vous dire, voilà, demain, j'ouvre une entreprise à Kigali, demain j'ouvre une entreprise au Sud-Soudan, ou bien je vais commencer à échanger de manière, à écouler ma marchandise dans ces pays. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire de cette zone de libre-échange une réalité selon vous? À mon avis, la plupart de nos sociétés fonctionnent, je ne veux pas dire sur le mimétisme, mais sur des exemples concrets. Je dis n'importe quoi. Si aujourd'hui, après ces échanges que nous avons eus à Kigali, en repartant au Congo, nous nous mettons à travailler et à développer des concepts dans l'optique de ce dont je parlais tout à l'heure, dans l'intégration des chaînes de valeur, donc des filières, et qu'un exemple palpable se mettait en place d'une structure qui se crée de cette façon, qui marche bien et qui est florissante, naturellement, ça montre à tout le monde que là, il y a quelque chose, et c'est comme ça qu'une filière se développe, c'est comme ça que des nouveaux métiers apparaissent, c'est comme ça que de nouveaux intervenants arrivent, et par effet boule de neige, ça avance. Il faut de bons exemples, c'est tout. À mon avis, il faut de bons exemples. Et ça commence toujours en général par des opérateurs pionniers dans un secteur. Dès que vous avez ces opérateurs pionniers pour un secteur, pour un deuxième et pour un troisième,
ils montrent le chemin à suivre aux autres. Et je crois que c'est faisable. Je vais vous accorder le mot de la fin. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renforcer, et vous avez commencé bien sûr à créer déjà un contact entre certains acteurs, en plus de ceux qui avaient déjà des échanges. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour permettre de développer le commerce transfrontalier, de créer cette zone de libre-échange que le continent appelle de ses voeux? J'aimerais d'abord revenir sur l'événement, donc les journées commerciales, économiques et culturelles du Congo au Rwanda, qui se sont déroulées du 23 au 25 novembre à Kigali. Cet événement a été organisé par des femmes. Organisé par des femmes. Et ce sont des femmes qui sont venues au Rwanda il y a une année en visite de prospection. Des femmes qui évoluent dans le secteur privé. Des femmes qui ont rencontré beaucoup de personnes ici, qui ont été dans beaucoup d'institutions, y compris RDB, et des femmes qui ont fait des visites de terrain, qui sont allées visiter M. Sina Gérard dans son village là-bas, des femmes qui ont visité Positivo, qui est installé en zone économique spéciale, et des femmes qui ont beaucoup pris sur le rôle de la femme au Rwanda dans le développement national. Et des femmes qui sont revenues avec un outil de travail. Vous savez, le Congo et le Rwanda développent une relation de coopération avec un fort degré d'amitié et de fraternité. Et ça, c'est très, très, très important. C'est très important parce que ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite beaucoup de choses. Je ne sais pas, comme vous m'avez demandé peut-être de dire le mot de la fin. Le mot de la fin serait que je traduise toute ma gratitude aux autorités rwandaises à différents échelons, parce que cette mission a été organisée avec beaucoup de facilité. Cette mission, ces journées sont un outil qui vient enrichir, qui vient renforcer les instruments de coopération qui existent déjà entre nos deux pays. Et on ne peut pas parler de zone franche ou de zone économique en Afrique si on ne commence déjà pas. Et il faut commencer. Et commencer dans le cas des pays qui fondaient par exemple leurs économies sur les ressources non renouvelables. Et on peut se revoir nos politiques économiques. Aujourd'hui, vous allez remarquer que dans tous les pays africains, il y a une part très très importante de la diplomatie économique dans les politiques extérieures. Ouais. Et je pense qu'il y a des secteurs, il y a des chemins sans fin comme l'agriculture. Ouais. Et ça peut nous aider à éviter les dérèglements de ce secteur économique. Ouais. Parce que pour parler des zones économiques spéciales, il faut d'abord commencer par produire. Et je pense que l'agriculture, c'est un bon contexte de travail. Merci. Merci beaucoup et merci à tous nos panélistes d'avoir pris le temps de nous faire part de vos richesses en connaissances sur ce sujet, et merci à vous tous qui nous avez suivis, et à très bientôt. On a donc parlé du commerce transfrontalier, de comment développer le commerce transfrontalier à travers les échanges. Et on a bien sûr mis en avant avec Monsieur l'ambassadeur la nécessité de d'abord avoir des échanges au niveau culturel, et pour les traduire ensuite à des échanges commerciaux, à des échanges économiques. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt.